Bonsoir et bienvenue dans ce premier plateau de Mediapart Live que j'ai le grand plaisir d'animer avec ma collègue Jade Lingard. Alors, durant le grand débat, Emmanuel Macron a tenu des propos devant des élus antillais qui ont ravivé la polémique à propos du chlordécone, ce pesticide massivement utilisé dans les bananeraies aux Antilles durant plus de 20 ans. Alors, pour en parler, on n'a pas invité des spécialistes de la santé publique, on a invité un philosophe et une historienne, parce que c'est une histoire avant tout politique. Elle est politique et elle nous concerne tous. Ce n'est pas juste une affaire post-coloniale, même si cette dimension est sans doute incontournable. C'est une affaire qui nous concerne tous, de l'Hexagone jusqu'à l'outre-mer. C'est du moins la conviction de notre invité, du premier invité qui est avec nous ce soir, Malcolm Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes philosophe, vous êtes chercheur au CNRS. Et vous avez rédigé une thèse donc de doctorat qui est intitulée « Penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Et le chlordécone est un cas de pollution qui fait partie des cas d'études que vous avez mobilisés dans votre travail. Alors le 1er février, donc, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée des élus antillais, martiniquais et guadeloupéens dans le cadre du grand débat. Et il a en particulier prononcé sur le chlordécone une phrase qui a fait scandale. On l'écoute. Les victimes, ce sont les travailleurs. Les victimes, ce sont ceux qui ont été exposés. Bon, l'autre point sur lequel je veux revenir, je parle sous le contrôle de la ministre, c'est qu'il ne faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi que ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement. Et là, je parle sous le contrôle de la ministre et médecin, donc elle me complétera ou me corrigera. Mais je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire c'est cancérigène, parce qu'à la fois, on dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. Bon. Il ne faut pas dire que c'est cancérigène, il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène. C'est cette phrase prononcée par le chef de l'État qui a provoqué l'indignation d'élus antillais, d'élus antillaises et de chercheurs. Car en réalité, l'état des savoirs scientifiques, validés par diverses recherches, et notamment par les publications du chercheur de l'INSERM Luc Multinier, attestent d'autre chose. Elles attestent d'un lien entre l'exposition au chlordécone et des cas de cancer de la prostate qui donc ont été étudiés par ces équipes de recherche en Guadeloupe et en Martinique. Alors ce soir, on ne va pas rentrer dans le détail de cette discussion sur les dimensions scientifiques du savoir sur les impacts sanitaires du chlordécone, mais c'est vrai qu'on tenait à commencer à ouvrir cette discussion avec cette phrase parce qu'elle a recréé d'emblée une controverse politique autour d'une question trop longtemps invisibilisée, en tout cas en France hexagonale. Alors juste deux petits mots de présentation supplémentaires pour les personnes qui ne sont pas encore tout à fait au courant de ce dossier. Le chlordécone, qu'est-ce que c'est ? C'est un pesticide qui a été utilisé pour protéger les bananes du charançon, un insecte particulièrement ravageur dans les bananeraies, et qui a été utilisé entre 1972 et 1993, donc c'est une substance qui n'est plus utilisée aujourd'hui, mais qui continue à polluer et qui polluera pendant des décennies et même des centaines d'années l'environnement, l'écosystème, les écosystèmes antillais. Et donc pour en parler, on vous reçoit Malcolm Ferdinand. On est vraiment très content que vous ayez pu vous libérer pour venir discuter avec nous ce soir. Et peut-être pour introduire cette discussion qui peut potentiellement effrayer des personnes par sa dimension à la fois technique et anxiogène. Est-ce que vous pourriez nous décrire, parce que vous connaissez par vos études, les particularités des pollutions causées par le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe ? Merci de m'avoir invité, déjà pour commencer. Pour faire simple, il y a 3 caractéristiques importantes de cette contamination. La première, c'est qu'elle est durable. Donc c'est une molécule organochlorée qui reste dans les sols, qui est très rémanente, qui reste dans les sols, sont les types de sols de 60 ans à plusieurs siècles, voire 600 ans. 2, elle est généralisée, c'est-à-dire que ce ne sont pas juste les sols où la molécule a été répandue qui sont contaminés, mais ce sont certaines sources d'eau, les poissons, certains animaux aussi qui sont contaminés, et bien sûr les êtres humains. On en retrouve dans le sang, on en retrouve dans les cordons ombilicaux. Donc c'est tout l'écosystème qui a été affecté par cette contamination. Et troisièmement, elle est délétère. Donc c'est là que la phrase prononcée par le président Macron est importante.
Parce qu'on sait qu'elle produit un ensemble de problèmes sanitaires, notamment, ça a été prouvé que ça augmente les chances de cancer de la prostate, de survenue de cancer de la prostate. C'est une molécule qui est reprotoxique. Elle affecte le développement cognitif des enfants. Et enfin, elle peut donner lieu à des grossesses qui n'ont pas nécessairement arrivé à terme au bout de 9 mois, mais un peu avant. Donc c'est un produit toxique pour les humains. Vous venez d'expliquer pourquoi. On a vu défiler quelques chiffres à l'écran qui vont revenir lors de cette discussion, donc, qui permettent de voir l'ampleur en fait, de la contamination des écosystèmes martiniquais et guadeloupéens par cette substance. Alors peut-être que pour rentrer vraiment en plein dans cette discussion, ce que j'aimerais vous demander, c'est peut-être une dimension qui est moins abordée dans le débat public hexagonal, qui est la question des effets économiques et sociaux de cette contamination. Parce que vous les avez étudiés en particulier dans votre thèse qui est en cours de publication, enfin qui va devenir un livre. Ces effets économiques et sociaux, comment est-ce que vous pourriez les décrire? C'est-à-dire que, pour commencer, il n'y a pas que le chlordécone aux Antilles. Il faut comprendre aussi ce que sont les Antilles. Ce sont des territoires d'outre-mer qui souffrent déjà de certains problèmes sociaux et économiques, avec des inégalités qui sont avérées dans tous les outre-mer. Et la pollution au chlordécone vient se rajouter à tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que pour gérer la pollution, le gouvernement a mis en place depuis les années 2000 un ensemble de mesures dont les conséquences vont être dommageables pour les agriculteurs, pour les pêcheurs. Ça se traduit par des interdictions de pêche, par des interdictions de culture de certaines denrées dans certains espaces, sur certaines terres. Et effectivement, ça c'est une première dimension économique sociale, c'est que c'est une perte d'emploi, c'est une perte de gains financiers. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que ce sont des pertes de pratiques. Hein. La pêche, ce n'est pas qu'un gain financier, c'est aussi une certaine culture, une certaine tradition. Ce sont des doutes qui vont être mis dans les rapports entre personnes, dans les dons qui se font, dans la culture. Donc, c'est un doute qui est difficilement palpable parce que quand on voit le poisson, quand on voit la patate douce, quand on voit l'igname, on a l'impression que tout va bien. Et pourtant, il y a des résidus dans certains cas, pas dans tous les cas, qui font que ce produit n'est peut-être pas sain. Donc, et peut-être un autre aspect, c'est que on nous donne beaucoup de chiffres. Hein, des taux de cancer de la prostate, des taux de résidus de chlordécone dans les patates douces, dans les produits. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, notamment toutes ces causes socio-économiques, mais aussi toutes ces souffrances qui ne sont pas nécessairement abordées. Et on ne peut pas réduire une souffrance à un taux de chlordécone dans le sang. Qu'il s'agisse de 20 microgrammes de litre de sang ou de 50 microgrammes de litre dans le sang, il y a un certain nombre de souffrances qui dérivent des maladies causées, mais aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre, d'un sentiment de mépris de la part de la population. Un sentiment de mépris et un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice, un sentiment d'abandon. Et vous insistez là-dessus, effectivement, dans votre travail, sur le fait que c'est vraiment pas une question de pesticides comme une autre. Et Dieu sait que les questions et les affaires de pesticides sont extrêmement sérieuses et graves, et qu'on voit en France hexagonale, en fait, de plus en plus des cas avérés de maladies, de pathologies graves subies par des agriculteurs du fait de l'usage des pesticides. Donc, ce n'est pas du tout pour minoriser l'enjeu sanitaire de l'usage des pesticides que je me permets de dire ça. Mais il me semble que vous, ce que vous pointez en disant notamment ça, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, ce n'est pas qu'une histoire de savoir scientifique, c'est une véritable dépossession, en fait, d'un territoire, des habitants vis-à-vis de leur territoire et vis-à-vis de leur histoire, que vous pointez. Parce que vous parlez même d'éviction écologique. Vous pourriez nous dire ce que vous entendez par cette expression ? Par éviction écologique, j'entends le processus par lequel des personnes qui ont une pratique vernaculaire, une pratique traditionnelle de leur milieu, que ce soit par la culture de jardin, les jardins familiaux, que ce soit par la pêche, que ce soit par la culture professionnelle, qui ne peuvent plus s'adonner à ces pratiques précisément à cause de la contamination. Donc, si on prend le cas des pêcheurs, c'est un cas très important, parce que les pêcheurs n'ont pas utilisé la chlordécone. Pourtant, certains pêcheurs côtiers, en Martinique et en Guadeloupe, ont dû sortir de leur zone de pêche
arrêter leur pratique, voire se reconvertir dans d'autres métiers. Donc là, on a ce que j'appelle effectivement une éviction écologique, c'est-à-dire l'expulsion au moins symbolique d'un milieu qui pourtant nous est familier. Parce que, pour bien comprendre, parce qu'en fait, la pollution, la contamination au chlordécone, en fait, a voyagé, a circulé au travers du territoire. Est-ce que vous pourriez expliquer le phénomène qui a causé ça? C'est ce que j'ai expliqué par une contamination qui est généralisée. C'est-à-dire qu'elle part du sol, elle s'infiltre dans les aquifères, et après, elle va envahir les bassins versants, elle va se retrouver dans l'eau, elle va se retrouver dans les aliments, dans les mangroves et bien sûr sur les zones côtières. Peut-être, juste, on avait préparé un petit visuel, il y a quand même une statistique intéressante, c'est que c'est un calcul qui avait été fait moyen, disons, par rapport au régime alimentaire traditionnel de quelqu'un aux Antilles. En gros, il y avait un aliment sur 10 qui était contaminé, quoi. Oui, alors je pense que ce calcul, c'est un calcul qui a été fait à partir d'une étude de 2007 et de 2008. Le gouvernement et les services de l'État mettent en place des contrôles réguliers, des mesures visant à limiter l'exposition des habitants. Donc je ne sais pas quelles seraient ces statistiques aujourd'hui. Mais effectivement, en tout cas jusqu'en 2006-2007, c'est à peu près ça. Alors, vous avez prononcé tout à l'heure une expression très importante, l'expression de justice. Et ça, c'est un des points que vous marquez dans votre travail de recherche, c'est-à-dire à savoir la question que la pollution au chlordécone, mais aussi les mesures de réponse à cette pollution, donc toutes les politiques publiques qui sont quand même peu ou prou menées depuis une vingtaine d'années, que cet ensemble-là pose un problème de justice environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la justice environnementale est une manière de penser les problèmes écologiques qui est intimement associée aux enjeux d'égalité. C'est un courant qui est né aux États-Unis dans les années 70-80, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Et je pense que ce qui se joue aux Antilles, c'est un problème effectivement de justice environnementale. Alors pourquoi? Donc, vous disiez tout à l'heure que c'est à la fois un problème qui est spécifique, mais un problème universel. Et je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, d'un côté, le cas de la pollution au chlordécone aux Antilles est un cas classique de justice environnementale. C'est-à-dire d'une population qui est, de manière totalement inégale, exposée à des toxiques qui sont dangereux. Il y a un certain nombre de points, il y en a 3, qui justifient ce sentiment d'injustice de la part de la population. Le premier est l'autorisation, claire et simple, l'autorisation du chlordécone aux Antilles. Depuis 1972, alors il y a une première tentative qui a été faite en 1968. À l'époque, le comité des toxiques a refusé en disant, vous savez, cette molécule ressemble un peu au DDT, on a des problèmes avec l'autre molécule, c'est la famille des organochlorés, donc on n'en veut pas. En 1972, ça passe avec des allégations de certaines pratiques peu éthiques, on va dire. Et donc en 1972, c'est autorisé jusqu'en 1993. Sauf que dès 1975, avec ce qui se passe aux États-Unis, donc le chlordécone était produit d'abord aux États-Unis dans une usine à Hopewell en Virginie. La formule commerciale de la molécule, c'était le Kepone. En 1975, il y a une fuite dans l'usine et les travailleurs souffrent de problèmes très graves de santé qu'on appelle le problème de syndrome du Kepone, des pertes de poids, des troubles de la spermatogénèse, des mouvements anarchiques des yeux, qui font que les États-Unis, qui ne sont pas connus pour être le pays le plus protecteur en termes de santé environnementale, interdit, en tout cas arrête la production en 1975. En 1976, c'est interdit. En 1979, le Centre de recherche international contre le cancer classe la molécule comme cancérogène probable. Et pourtant, on continue à utiliser le chlordécone jusqu'en 1993. Donc presque 20 ans plus tard. Presque 20 ans plus tard. Donc ça, c'est un premier point qui suscite ce sentiment de mépris. On se dit, mais les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai interviewées, me disent, mais comment se fait-il qu'on savait que c'était dangereux et que ça a été utilisé? Donc ça, problème classique de justice environnementale. Là où ça ravive des tensions coloniales et postcoloniales, ça ravive, toujours sur ce premier point, dans la manière dont l'autorisation du chlordécone a été enlevée. Donc en 1990, le chlordécone est interdit en France. Sauf que, avec 2 ans possibles pour les producteurs d'écouler les stocks.
Sauf que, après ces 2 ans, de manière illégale, en tout cas a priori illégale, par 2 fois, 2 dérogations ont été données pour continuer à utiliser le chlordécone. Un article du Monde, paru en juin 2018, selon les sources de cet article, a même montré que les producteurs, en tout cas ceux qui utilisaient le chlordécone à cette période, n'ont pas fait qu'écouler leur stock, mais au contraire, produit un peu plus. Donc ça donne la sensation que, en tout cas de la part des personnes que j'ai rencontrées, que des choses comme ça ne se produiraient pas si on n'avait pas une certaine pensée de ces territoires comme étant des territoires de seconde zone, des territoires... voilà. Ouais, c'est la question qu'on allait vous poser. C'est cette impression de citoyenneté de seconde zone. Certains des acteurs que vous avez rencontrés parlent de pratiques quasiment discriminatoires. Si on ajoute ça au temps qu'il a fallu par rapport aux États-Unis, comme le rappelait Jeanne, il y a vraiment cette impression qu'on est face à un cas de pratique qui effectivement s'inscrit dans cet héritage postcolonial. D'autant plus que, parce que c'est vrai que quand même la barque est assez chargée, si je puis dire, sur ce sujet-là, mais d'autant plus que une partie des producteurs de bananes qui sont donc pour la culture desquels on utilise le chlordécone, une partie de ces producteurs sont en fait des familles de béquets, donc de blancs créoles, qui sont eux-mêmes les descendants des esclavagistes. Donc c'est vrai qu'on a quand même toute une chaîne historique qui plaide en ce sens d'une lecture coloniale, post-esclavagiste de la question. Oui, alors, donc ça c'est... Je disais que c'est un cas classique de justice environnementale. Il se trouve que ce cas classique ravive des tensions coloniales et esclavagistes. Ouais. Le fait que les producteurs qui ont non seulement utilisé, mais je vous ai dit que la production était interdite aux États-Unis dès 1976, et qu'après, elle a été nationalisée en France. Des entreprises ont racheté le brevet, ont produit la chlordécone à partir de la France, hexagonale et ultramarine. Donc, ces membres de familles béquets ont une part, on va dire, importante, mais pour bien dire les choses, ce n'est pas parce qu'ils sont béquets qu'ils ont pollué. Enfin voilà, ça c'est une certaine lecture de l'affaire. Il n'y avait pas intention, c'est-à-dire que par rapport à d'autres situations coloniales, d'autres scènes coloniales, il n'y avait pas l'intention d'intoxiquer les humains. Enfin, en tout cas, ça reste à prouver. Voilà, ça reste à prouver. Mais sur les points de justice, je voulais juste insister sur les 2 autres points. Donc le premier est l'autorisation et son interdiction par la suite, qui a pris du temps. Le deuxième est le temps mis en place avant les premières mesures de protection des populations. Donc, autorisées en 1972, les premières mesures qui consistaient au fond à mettre des captages, des filtres à charbon actif dans les captages de sources d'eau, ont eu lieu à partir des années 2099-2000, donc presque 30 ans après. Donc on se dit, mais pourquoi il a fallu autant de temps pour protéger la population ? Sachant que dès 79, dès 80, des chercheurs de l'INRA avaient déjà indiqué au gouvernement, au service de l'État, attendez, on retrouve des traces de chlordécone dans certains estuaires en Martinique et en Guadeloupe. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui est en jeu encore plus aujourd'hui, est celui de la manière dont l'État et les services de l'État vont gérer la contamination. L'État a adopté une pratique qui est assez courante, celle de limite maximale résiduelle, c'est-à-dire qu'on va définir un seuil à partir duquel, en tout cas en dessous duquel, toutes les quantités de résidus sont jugées acceptables. Et cela, il y a un ensemble d'associations locales en Guadeloupe et en Martinique qui refusent cela, en disant « nous ne voulons pas accepter, quelle que soit la dose du chlordécone dans les produits », et qui veulent prendre au mot ce que le président Macron a affirmé le 27 septembre 2018 au Morne Rouge, en disant « nous devons aller vers le zéro chlordécone ». J'en profite parce que finalement le temps passe assez vite, mais il y a un autre chiffre qui nous a beaucoup marqué quand on préparait cet entretien avec vous, c'est le décalage entre, d'un côté, le fait que les bananes produites en Martinique et en Guadeloupe, encore une fois, pour lesquelles le chlordécone a été utilisé, le fait que ces bananes, en immense majorité, enfin entre 98 et 99%, celles qui sont commercialisées, sont destinées à l'exportation. Donc on a empoisonné des terres, des eaux et des humains pour un produit qui est extrêmement massivement et majoritairement exporté, donc pas consommé sur place, alors que les tubercules
donc igname, patates douces, qui sont vraiment les aliments traditionnels de ces territoires, elles sont désormais massivement importées, donc jusqu'à 80%, parce que le sol est pollué en raison de ce chlordécone, notamment. Donc ça semble aussi être une des définitions les plus fortes de domination, finalement, d'un territoire et de ses habitantes qui ont été contaminés pour des productions qui sont consommées ailleurs. Enfin, on est presque dans des économies de plantation à ce niveau-là. Comment est-ce que vous analysez cette Alors, effectivement, cette il y a le type d'économie des Antilles qui est hérité effectivement de ces constitutions coloniales. On ne va pas refaire l'histoire. Il y a aussi une économie vivrière qui ne va pas très bien. Et il y a cette triste ironie, on va dire, liée à la faculté de la molécule à rester ancrée dans le sol et à affecter plutôt les tubercules que les fruits hors sol, comme les bananes, qui fait qu'effectivement, la production qui a contaminé les terres n'est pas véritablement affectée par cette contamination. Ouais. Alors, une question quand même sur la violence qui est contenue quand même derrière cette pollution. On a évoqué tout à l'heure la notion d'éviction écologique, on a évoqué le fait que c'était un cas de justice environnementale qui ravivait ce passé colonial. Dans vos travaux, vous parlez de domination écologique et vous avez toute une réflexion sur le fait que, en fait, sinon ça vient violenter des corps quelque part. Et c'est ça que vous différenciez du pouvoir économique des béquets qui est très souvent rappelé quand on parle des Antilles. Oui. C'est une notion qui nous a vraiment intéressés. Alors je pense qu'il est important de bien comprendre cela, parce que souvent on a l'impression que ce qui se passe dans la plantation ne nous concerne pas. Pareil, on a l'impression que ce qui se passe aux Antilles ne nous concerne pas, dans nous, France hexagonale. Alors qu'en fait, il faut bien comprendre que cette molécule, effectivement, est une véritable atteinte au corps des Antillais. Que ça se manifeste, alors il y a des façons de mesurer ça, mais ça se manifeste par des souffrances, par des maladies, donc ce sont effectivement tout un ensemble de violences, des violences plutôt lentes, qui ne vont pas se manifester comme des agressions rapides avec des coups de feu, mais qui s'étalent dans le temps, qui se manifestent par des années de vie malades, des années de vie qu'on ne va pas pouvoir profiter d'une pleine santé. Ce que j'entends par domination écologique, et ce qui est différent du pouvoir économique, c'est la chose suivante, c'est que tous ceux qui aujourd'hui, donc vous savez qu'au moins entre 92 et 95% des Antillais sont contaminés, c'est-à-dire qu'on retrouve du chlordécone dans leur corps, l'immense majorité n'a pas choisi le chlordécone. Donc un petit nombre a choisi le chlordécone et a imposé finalement de vivre en milieu contaminé au reste de la population. C'est ça la domination écologique. C'est le fait d'imposer au reste du monde une vie en milieu contaminé. Voilà. Oui, c'est très clair. Enfin, vous le décrivez de manière très claire. Alors, peut-être que, puisqu'on s'achemine vers la fin de la première partie de cette séquence avec vous, j'aimerais vous poser une autre question qui peut-être est un peu une forme d'ouverture. Parce que dans vos travaux, dans vos interventions, vous insistez toujours donc, sur cette dimension de justice environnementale que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire c'est pas qu'un problème de Guadeloupéens et de Martiniquais, c'est un problème de principe, c'est un problème de morale, au fond, de justice et donc de justice environnementale. Mais vous insistez aussi sur le fait que ce qu'il faut essayer de repenser, enfin, il faut avancer, quoi, parce que voilà, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, le produit de l'histoire que vous avez très bien raconté. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Et donc, dans vos travaux, vous plaidez notamment pour penser une écologie de la relation, une écologie du monde, donc une écologie décoloniale, pour toutes les raisons décrites, mais pas uniquement. C'est-à-dire, et même vous avez cette expression, moi, je trouve absolument magnifique, penser l'écologie depuis la cale du monde. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que les perspectives de cette écologie du monde que vous imaginez? Alors, il y a beaucoup de choses, mais je vais commencer par ceci, c'est que ce qui se passe aux Antilles, sur le chlordécone, on a l'impression que c'est vraiment, vous savez, c'est une histoire qui concerne les Antillais avec leur histoire coloniale et esclavagiste et ça ne concerne pas le reste du monde. C'est faux. Ce qui se passe aux Antilles, c'est ce que le monde est en train de vivre, avec d'autres types de pesticides, avec d'autres types de molécules. Le chlordécone, en tant que tel, a été utilisé dans plus de 20 pays dans le monde, y compris en Allemagne, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique et peut-être même en Europe de l'Est et en Asie. Donc on est sur des problématiques qui sont tout à fait mondiales. Ce qui se passe, c'est qu'on a
tout cas, l'histoire de la pensée environnementale a eu tendance à envisager ces problèmes sans prendre en compte la constitution coloniale du monde, le fait que le monde moderne a été construit sur des histoires coloniales, et du coup à mettre tout ça de côté. Ce que j'entends par écologie depuis la cale du monde, c'est précisément cette écologie depuis ceux qui ont été rejetés par la modernité, comme les esclaves de la traite négrière transatlantique, et qui se doivent de sortir de cette cale du monde pour faire monde. Donc c'est une écologie qui, au-delà de la question décoloniale, tente de faire monde, tente de rencontrer l'autre et de faire de cet horizon, de faire de ces problèmes environnementaux une manière de repenser les manières de vivre ensemble et d'habiter la Terre. Oui, on pourrait dire que finalement, depuis, si on reprend la métaphore, depuis la cale du monde, ce seraient des populations qui deviennent presque des vigies, en ce sens qu'elles sonneraient l'alerte, mais pour le monde entier. Oui, et je pense que partout, il y en a qui sonnent l'alerte, et que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, que ce soit en Europe et aux Amériques. Mais effectivement, je pense qu'il se joue là on peut dire une lutte ou une bataille qui concerne le monde entier. C'est celle de comment va-t-on pouvoir vivre dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, qu'on peut rappeler plutôt avec le cas des Antilles, le plantationocène. Plantationocène, pour que notre public comprenne, c'est-à-dire l'ère de la plantation, qu'on aurait pu penser révolue, il est terminé avec le temps de l'esclavage, mais non, en fait, vous dites. Oui, ça continue et après, dans ce terme-là, plantation peut à la fois comprendre les plantations agricoles, mais aussi des usines de fabrication. Enfin voilà, le mot plants en anglais. Alors, on vous remercie, on reste avec vous, et puis comme promis, on a une deuxième partie d'émission pour laquelle va nous rejoindre Audrey Célestine. On va regarder, le temps qu'elle s'installe, un petit extrait d'un entretien qu'elle a déjà donné à Mediapart, qu'elle connaît bien, puisqu'elle y avait rencontré les détricoteuses, Mathilde Larère et Laurence Decoq, qui ont donc cette émission chez nous, vous pouvez retrouver dans le studio, et elle évoquait la départementalisation, c'est-à-dire ce moment où Guadeloupe, Martinique notamment deviennent des départements français à part entière. On se retrouve tout à l'heure. Mais alors, effectivement, c'est vrai que 46, voilà, c'est une date qui est importante. Ce n'est pas nécessairement la grosse rupture. Un certain nombre d'historiens, je pense à Jean-Pierre Sainton, insistent sur 43, qui est en fait le moment où il y a l'effondrement des amiraux vichistes aux Antilles. Puis il y a effectivement cette date de 46, le moment de la départementalisation, qui est un moment très ambigu, mais qui correspond globalement à la possibilité dans ces territoires d'avoir une véritable assimilation juridique, d'inscrire dans le marbre finalement l'assimilation politique de ces territoires, et qui vient avec un ensemble de promesses sur l'égalité économique, l'égalité sociale, en plus de l'égalité politique. Bonsoir, Audrey Célestine. Donc vous êtes historienne, vous travaillez notamment en civilisation américaine également, et vous avez publié un livre aux éditions textuelles qui s'appelle Une famille française, qui a été très remarqué. Vous avez écouté la première partie de cette émission. Est-ce que l'exemple du chlordécone, pour vous, finalement, est vraiment peut-être le meilleur exemple pour attester de la promesse trahie de l'égalité que vous évoquiez dans l'extrait qu'on vient d'écouter? Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Je pense que c'est un bon exemple qui illustre la manière dont fonctionnent ou dysfonctionnent les relations entre effectivement l'État central, l'outre-mer et les sujets, les corps, comme dirait Malcolm, qui vivent dans ces territoires. Et effectivement, enfin, je reviens sur ce qu'il disait un petit peu plus tôt. Je pense qu'il y a effectivement un sentiment général, non seulement de souffrance et d'abandon, puis de colère aussi. Je pense que la colère est quand même assez présente. Là, on a dans l'espace national, depuis une dizaine d'années, avec une petite accélération depuis quelque temps, cet enjeu autour du chlordécone qui fait la presse nationale, etc. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'au niveau local, les gens sont mobilisés précisément parce qu'il y a cette impression, c'est l'expression quasiment cliché, mais d'être des Français de seconde zone, des Français entièrement à part, pour reprendre le terme qu'on utilise très souvent et qu'on entend très souvent lorsqu'il y a des mobilisations collectives de la part des populations, notamment antillaises. Et donc oui, je pense qu'on est là, en tout cas, dans le sentiment et la perception de
ce long épisode depuis le début de la crise sanitaire autour du chlordécone dans un exemple assez bon. Oui. Dans la discussion qu'on a eue, on a évoqué cette tension que révèle le chlordécone entre le particulier et l'universel. Et c'est une question qu'on voulait vous poser aussi, puisque dans des travaux que vous avez menés avec d'autres collègues sur l'état d'outre-mer, ce que vous appelez l'état d'outre-mer, vous avez insisté sur le fait que la spécificité de l'outre-mer, parce qu'il y a des politiques publiques spécifiques à destination de l'outre-mer, cette spécificité relève d'une construction. Pour vous, voilà, est-ce que c'est vraiment une construction qui sert à mettre à part le dossier? Est-ce qu'il y a un monopole de quelques personnes sur ce dossier? Est-ce qu'il y a besoin d'en sortir de cette spécificité, au sens où ça révèle des problèmes qui finalement sont beaucoup plus universels qu'on le pense? Alors c'est une question qui est compliquée parce que ce qu'on essaye de montrer avec les collègues, c'est qu'effectivement, il y a toute une construction et tout un tas de mobilisations qui se font pour construire la spécificité de cet ensemble assez disparate qu'on appelle l'outre-mer ou qu'on a pluralisé depuis quelques années. Avec des statuts très différents. Les outre-mer désormais. Et que finalement, au départ, la demande d'égalité, elle était justement la demande de même, c'est-à-dire d'avoir les mêmes choses. Après, ça fait sens de demander que les conditions locales soient davantage entendues pour pouvoir respecter des formes de spécificité dans certains domaines, mais c'est vrai que ça vient un peu de manière incantatoire et on est effectivement très souvent dans des formes de justification de régimes dérogatoires qui posent problème. Le cas du chlordécone est un exemple assez fort. Et moi, ce que j'avais compris de ce côté construit de la spécificité, c'est que finalement, ça a profité à ce que vous nommez avec ces collègues-là d'espace élitaire et qui vient complexifier d'ailleurs la grille de lecture qu'il pourrait y avoir postcoloniale très simple entre l'État qui a colonisé, qui a esclavagisé et puis les descendants des colonisés et des esclaves. Finalement, avec cet espace élitaire qui gouverne l'outre-mer, on voit des élites ultramarines et des élites hexagonales qui se cooptent, qui coopèrent ensemble. Et finalement, les premiers concernés qui n'ont pas fait le choix d'ingérer du chlordécone, d'y être exposés, eux, par contre, n'ont pas leur mot à dire. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on est à la fois dans les milieux politico-administratifs et économiques, dans des formes d'interconnaissance, de relations. On voit aussi, quand on suit les carrières de certaines personnes, on voit qu'on passe d'une autre administration à une autre, etc. Et qu'on est dans la construction de cet espace spécifique que serait l'outre-mer, est largement le fait, effectivement, de ces élites, avec quelque chose qui est assez paradoxal, qui est qu'il y a des formes assez fortes de défiance du personnel politique au niveau local. Ça se voit au taux d'abstention et très souvent dans les mobilisations, en fait, on contourne les élus locaux. Ça, c'est des choses qui sont bien montrées par notre collègue Justin Daniel à l'Université des Antilles. Enfin, on passe au-dessus de la tête des élus locaux pour en appeler à l'État en disant, enfin voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Et finalement, les relais locaux sont assez insatisfaisants. Pour autant, ce sont ces mêmes relais locaux qui contribuent à construire la spécificité de l'outre-mer. Donc on est vraiment, moi je pense, dans des enjeux très forts de légitimité, illégitimité des responsables politiques. Et c'est un des problèmes, enfin un des enjeux de cette équation autour du chlordécone. Et vous avez travaillé sur la départementalisation, rappelez Fabien au début, et en fait, Malcolm Ferdinand, vous aussi, vous portez pas mal d'attention à cette question de la départementalisation de la Martinique et de la Guadeloupe, en disant finalement c'est le moment de la promesse. La départementalisation, c'est la promesse d'une égalité entre France hexagonale et Outre-mer, entre guillemets. Or, la promesse, elle a été trahie. Est-ce que, là on a longuement parlé de l'exemple du chlordécone, est-ce que, Audrey Célestine, vous auriez d'autres exemples en tête qui illustrent la trahison de cette promesse d'égalité? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Question ouverte. Mais un des enjeux sur lequel on travaille aussi avec tout un collectif et la question de la migration organisée, c'est-à-dire le fait, et là encore on est sur la question, pour avoir une grille d'analyse en termes de déplacement des corps, mais le fait d'organiser de manière massive le déplacement d'une grande partie de cette population du début des années 60 jusqu'au début des années 80, avec toujours des formes d'incitation à la mobilité, sont des déplacements vers l'Hexagone. Des déplacements vers l'Hexagone. Et ça renvoie en fait à tout un tas d'enjeux. On est dans un problème. Alors, pour le coup, la migration familiale était très encouragée, ce qui fait qu'on a des familles entières qui se sont déplacées. Mais l'effet principal aujourd'hui, c'est qu'on a un énorme problème démographique en Martinique ou en Guadeloupe, où depuis quelques années, la population baisse. Donc on est en fait là, aujourd'hui, dans une période dans laquelle on a le problème du chlordécone, des terres empoisonnées,
une natalité, une démographie globalement sinistrée, et avec, pour un certain nombre de personnes qui envisagent le retour, de vraies angoisses sur le mode « mais est-ce que je peux rentrer ? Est-ce qu'il m'est possible de rentrer ?» Et c'est vrai que les débats et les polémiques dernièrement autour du chlordécone, ça ajoute à cette espèce de confusion générale, cette idée que si on rentre, on risque d'être très fortement empoisonné. Et du coup, on est vraiment dans une situation aujourd'hui qui est le résultat de politiques publiques, on le voit à base de dérogations qui posent problème, mais également de déplacement des populations. Et ce déplacement organisé, il est, dans ces proportions-là, est possible parce qu'il s'agit de territoires post-coloniaux. Malcolm Ferdinand, il y a un risque d'ostracisation, c'est ce paradoxe. Il faut à la fois explorer cette question du chlordécone parce qu'elle nous concerne tous, parce que c'est une question de justice, et en même temps, il y a un risque presque d'ostraciser le territoire et de le rendre encore plus à rejeter, non désirable. Oui, je pense que ce qui se passe avec cette question spécifique du chlordécone est très très grave, parce que ça touche à la confiance que l'on a en notre écosystème. Et notre écosystème, ça va de la terre, de l'eau que l'on boit, à l'enfant que l'on porte. Et donc, voilà, il y a des personnes qui angoissent, mais est-ce que je peux vraiment acheter local ? Est-ce que je peux vraiment nourrir mon enfant avec ces produits-là ? Et le risque dans tout ça, c'est que les agriculteurs qui essayent de cultiver, parce que toutes les terres ne sont pas contaminées, de cultiver des patates douces saines, des ignames saines, se retrouvent stigmatisés en disant « mais êtes-vous sûr que vos produits ils sont sans chlordécone ?» Et du coup, par cette panique et par cette peur, on arrive à une déconnexion qui se rajoute à une déconnexion historique du rapport à la terre au sortir de la colonisation et de l'esclavage. Donc c'est là qu'il faut faire attention à trouver des manières où le traitement de cette pollution soit aussi un levier pour peut-être renouer avec la terre et renouer avec notre écosystème. Et peut-être j'en profite parce que je pense que c'est particulièrement important, cet enjeu démographique, qui est un enjeu qui nous tient à cœur à plusieurs qui venons de ces territoires, etc. C'est-à-dire que justement, la publicisation de ces enjeux, elle est largement liée aux mobilisations locales qui aujourd'hui sont extrêmement fortes, notamment de la part de personnes qui essayent justement de penser au lendemain, de penser à concrètement comment on fait. On nous promet zéro chlordécone, on fait comment, et qui de manière très très concrète propose, suggère, demande, exige, et que je pense que c'est très important. Il y a tout un tas de collectifs qu'on peut suivre d'ailleurs pour ceux qui sont ici sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, on a de la proposition. Et moi, je le lis très fortement au fait que là, on est en 2019. C'est les 10 ans du grand mouvement qui a touché les Antilles, où la réflexion sur mouvement contre la vie chère, pendant lesquels il y avait énormément d'arènes publiques et de réflexions sur l'autosuffisance alimentaire, etc. Et du coup, moi, je pense que ça, il y a des choses qui se passent. Les gens essayent de faire en sorte que leur territoire ne soit pas des territoires sinistrés. Et voilà, ça, c'est un point que je tiens à mettre en avant. Malcolm Ferdinand. Oui, tout à fait. Il y a ces collectifs, notamment le collectif Chlordétox, avec des associations aussi qui vont essayer de s'approprier de cette question, mais aussi vraiment de retrouver leur corps en retirant, en trouvant des protocoles, des mesures, des lieux, des pratiques agricoles qui permettent de se décontaminer soi-même et aussi Alors, mais justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des pistes concrètes qui sont avancées par ces acteurs-là sur cette idée justement de restaurer, de reconstituer une souveraineté alimentaire notamment qui a été perdue, puisqu'on sent bien que c'est le fait de casser la dépendance économique et de retrouver cette souveraineté alimentaire qui est sans doute un des enjeux majeurs pour ces territoires et pour l'image qu'on se fait de soi-même aussi. Alors, une partie des choses, je pense qu'il y a pour les choses plus spécifiques, Malcolm pourra peut-être mieux répondre. Ce qu'on voit, c'est en ce moment, il y a des demandes, par exemple, pour la mise en place de laboratoires de suivi de tout ce processus de détoxification localement, qui est des choses qui se fassent de manière locale pour un suivi au plus près de ces personnes qui se testent tous les ans pendant un certain nombre de temps pour pouvoir mesurer le taux dans leur corps. Et du coup, ils donnent aussi beaucoup de direction à l'action publique parce qu'ils disent précisément, alors vous nous avez donné 4 ou 5 changements dans les limites résiduelles, etc.
ça ajoute à la confusion. Et nous, effectivement, comme le dit Malcolm, on ne veut pas de limite. Ça, c'est acceptable, alors à condition de ne pas manger plus de 3 fois par semaine tel ou tel aliment. Ça ne va pas. Donc nous, on veut les moyens sur la table pour construire de véritables filières. Zéro chlordécone, pour pouvoir faire un tour. Il y a un tour de la Martinique qui est organisé sur les plantations, les habitations, etc., dans lesquelles on peut trouver des produits sans chlordécone. Et donc, du coup, en tant qu'aiguilleur de l'action publique et force de mobilisation, il y a ces choses-là qui se passent. Comme Ferdi. Il y a un ensemble de choses. Il y a ces multiples initiatives qui sont très fortes, mais il ne faut pas non plus perdre de vue la question politique, ou en tout cas la question d'économie politique. C'est ce que je vous disais, c'est que finalement, on a une économie vivrière, en tout cas une agriculture vivrière qui ne va pas non plus très bien. Donc il y a des politiques et des mesures qui doivent être mises en place. Il y a des demandes qui sont faites récemment pour que il y a des terres agricoles en friche qui ne sont pas contaminées, qu'elles soient mises à disposition des agriculteurs qui, eux, ont le savoir-faire pour qu'on puisse cultiver. Ça a été proposé en Martinique, ça a été proposé en Guadeloupe aussi. Mais je voudrais revenir juste sur deux choses. La première, c'est la question de justice. Le président Macron a dit effectivement le 27 septembre 2018 qu'il faut aller vers le zéro chlordécone. C'était une parole très forte, très importante. Le problème, c'est que depuis 2006-2007, des associations locales en Guadeloupe et en Martinique ont porté plainte en disant, voilà, nous avons été injustement, en tout cas, empoisonnés et nous avons besoin que la justice fasse son travail. Si on met, et on est en 2019, pour l'instant, il n'y a toujours pas eu d'issue à ce procès, on attend les résultats. Si on compare avec la situation aux États-Unis, en 1975, on constate la fuite, c'est arrêté. En 1976, donc moins d'un an après, l'entreprise Allied Chemicals qui a utilisé ce pesticide est contaminée et la somme qu'elle devait verser a été transformée en un fonds vert pour des projets écologiques. Donc je pense que pour justement que la population, enfin que les Antillais, Guadeloupéens et Martiniquais puissent accepter de faire tous ces changements, parce que c'est quand même pas rien, hein. On doit changer ses pratiques, on doit changer nos vies, on doit aller cultiver ailleurs. Je pense que là, ils attendent, en tout cas c'est une demande très forte, ils attendent que la justice fasse son travail. Et concrètement, ça veut dire des indemnisations ? Alors, en tout cas c'est une demande qui est très forte. Mais la justice ne se réduit pas à la question de l'indemnisation. La justice est une décision qui acte, qui statue, qui acte de quelque chose qui s'est passé, d'un événement. Et pour l'instant, qui pointe des responsabilités, c'est ce qui pointe des responsabilités. Je pense que ça, c'est pas, enfin, ça, comme je dis, c'est un cas classique de justice environnementale. Dans d'autres cas, les responsabilités sont clairement identifiées et ça se fait très rapidement. Et peut-être, je continue. Parce que, ouais, allez-y, je vous relance. Oui, c'est que en fait, dans toute cette histoire, et je pense que c'est très important d'être prudent, etc., mais en anglais, on dit « the elephant in the room ». Il y a quand même le problème de la structure de l'économie de ces territoires, le fait que l'économie vivrière va mal, mais c'est qu'on a aussi fait une forme de choix vers la monoculture, et que finalement, cet enjeu autour de l'économie qui, à la fois, dépendante de la banane, mais qui est globalement la cause de cet empoisonnement, mais qui est la cause de tout un tas d'autres problèmes économiques et alimentaires sur le territoire, c'est ça qui pose problème et qui est très compliqué aussi à démanteler, remettre en cause de manière très forte. On est quand même sûr, parce qu'on est dans des territoires dans lesquels il y a des formes de hiérarchie qu'on peut désigner de socio-raciales qui sont extrêmement fortes, que 2009 a été un moment extrêmement grand de tension, mais pour la plupart des gens, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'a rencontré Malcolm dans ses recherches, il y a cette idée qu'il y a une forme de collusion entre un lobby qui sera un lobby béquet et l'État au profit d'une économie qui ne sert pas le plus grand nombre. Donc de toutes les façons, ça c'est un enjeu qui par ailleurs, je mène depuis quelques années une petite enquête sur voilà, qu'est-ce qu'il y a de postcolonial à l'économie de la Martinique, en interrogeant principalement des petits entrepreneurs. Et la plupart des gens qu'on interroge ont quand même très fortement, avec des exemples très concrets, le sentiment de ne pas être dans une économie qui fonctionne exactement comme elle fonctionnerait ailleurs. Et ça, c'est effectivement un enjeu qui est compliqué, mais qui est, à mon sens, incontournable. Mais il y a cette dimension que vous décrivez très bien tous les deux, coloniale, post-esclavagiste, etc. Mais il y a quand même d'autres situations que rappellent très fortement les descriptions que vous faites de la situation de la contamination en Guadeloupe et en Martinique. Et notamment cette confrontation à la question du seuil.
Faut-il accepter un seuil de contamination des aliments ou faut-il demander zéro chlordécone? Ça, ce sont des débats et des discussions qui ont lieu depuis des années à Tchernobyl, autour de Tchernobyl, à Fukushima, autour de Fukushima, et qui sont des discussions extrêmement vivaces parce que ça concerne, est-ce qu'on autorise des populations qui ont été déplacées suite à des accidents nucléaires, est-ce qu'on les autorise à revenir sur leur lieu de vie, ce que souvent ces personnes souhaitent dans la tentative de revenir à un monde d'avant, qui est évidemment une tentative forcément condamnée à l'échec, puisque la pollution radioactive est encore plus longue que la pollution au chlordécone, et ce qui conduit en fait aujourd'hui plein de programmes onusiens, internationaux, d'accompagnement de ces habitantes et habitants, à les inciter à apprendre à vivre dans des environnements contaminés. Et est-ce que c'est pas ça aussi la question qui est posée, parce que cette bataille autour des seuils, et en ce sens-là, bien sûr, elle est très fortement coloniale, postcoloniale, et c'est pas du tout pour nier ça, mais est-ce que dans ce sens-là, elle n'est pas profondément universelle aujourd'hui, cette question de l'environnement contaminé qu'il faut apprendre à vivre? Oui, enfin, je suis d'accord, et je dirais que le danger est de voir ces désastres de la modernité un peu partout uniquement avec l'œil techniciste, expertocratique ou environnementaliste, où tout ce qui se passe, c'est qu'une question environnementale. Si on fait ça, alors on continuera encore à avoir des catastrophes comme le chlordécone, comme Fukushima. Et je pense que c'est un peu l'alternative, en tout cas, que ces collectifs mettent en place, que je tente de montrer, c'est qu'il y a une autre manière de penser ces problèmes, qui les prennent dans leur globalité. Et c'est là que ce que disait Audrey est intéressant, c'est-à-dire que si on fait du chlordécone uniquement une question environnementale, une question de santé publique, et qu'on ne touche pas uniquement, on ne touche pas à l'économie, on ne touche pas aux manières dont ces relations postcoloniales se mettent en place, on ne change pas le problème. Et l'extrême défiance en fait, qu'il y a vis-à-vis de l'État, que Audrey abordait tout à l'heure, on le retrouve totalement dans le chlordécone. Chlordécone, revendication qui était aussi présente en 2009, dans les nombreux points de 2009. Donc, soit on reste dans une approche techniciste, soit au contraire, on prend ces catastrophes comme un levier pour repenser, et ça demande beaucoup de courage. En tout cas, c'est ce qui est exprimé de la part de la population, mais pour repenser ces manières de vivre ensemble, pour repenser ces manières d'habiter la Terre. Et ça, à travers la question des seuils, c'est pour ça que c'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas uniquement une question de savoir, tiens, est-ce que c'est 50 microgrammes, est-ce que c'est 20 microgrammes, est-ce que c'est... Mais je pense que c'est comment on va accepter de vivre dans un autre monde, comment on va repenser ces manières d'habiter la Terre. Alors, on voulait aborder avec vous un autre cas pour élargir la question, voir comment elle se réfracte peut-être dans d'autres situations. On voulait aborder le cas de Porto Rico, que vous connaissez tous les deux, qui est une île qui appartient au monde caribéen, on va le voir sur la carte, mais qui est un territoire américain, avec des droits des habitants qui sont évidemment pas les mêmes exactement que ceux des citoyens américains. Et Naomi Klein vient de sortir un livre sur comment l'île se reconstruit après le choc de l'ouragan qu'il y a eu dans cette île en septembre 2017. Et elle décrit un choc entre deux logiques. C'est-à-dire ceux qui veulent en faire une sorte de paradis fiscalo-touristique, et puis ceux qui, au contraire, veulent un contre-choc, c'est-à-dire une île où la société civile reprend en main sa capacité, son autonomie, construit son autonomie. Ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure. Et du coup, je voulais vous poser la question des ressemblances et des différences avec les Antilles françaises. Parce que c'est très intéressant, on voit qu'on est dans un monde proche, mais c'est pas exactement la même situation, c'est pas la même puissance qui est en face. Comment vous voyez les choses? Alors, sur les enjeux très généraux, enfin déjà, il faut noter, et ce n'est pas un pur hasard, que les territoires qui perdent de la population dans la Caraïbe aujourd'hui sont la Martinique, la Guadeloupe et Porto Rico. Ouais. Donc, voilà, et ça, ce n'est pas totalement le fruit du hasard. Ce qui se passe, effectivement, ces deux logiques que vous évoquez, elles renvoient finalement à un choix qui a déjà été fait il y a plus de 60 ans à Porto Rico, qui était d'en faire une espèce de salon d'exposition de ce que pourrait être un développement capitaliste, parfait dans la Caraïbe, etc. Et on voit les résultats aujourd'hui. Et c'est un territoire qui
tout comme la Martinique et la Guadeloupe, mais dans des proportions qui sont encore plus larges, je reviendrai dessus dans un instant, dérogent au droit commun dans tout un tas de dimensions qui sont assez fondamentales. C'est également un territoire qui a fait l'objet d'une politique de migration organisée, comme la Martinique et la Guadeloupe, avec des effets sur la démographie, comme pour la Martinique et la Guadeloupe, avec des campagnes de stérilisation des femmes sur place, dire vraiment une absence de considération pour les corps sur place. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. La différence qui n'est pas... et ce n'est pas rien. Une grande différence est le fait que la Martinique et la Guadeloupe ont des représentants, ont des députés, ont des sénateurs qui se font acteurs de cet État outre-mer, alors pas forcément de manière positive, mais c'est une voix qu'on aimerait peut-être parfois plus virulente, mais pour leur faire justice, elle l'est parfois. Porto Rico, ce n'est pas le cas. Ouais. Oui, et on l'a vu au moment exemple. de la crise, concrètement, faire venir le président au moment où il y a une catastrophe absolument incroyable est très dur parce que le Texas et la Floride peuvent dire, ont des élus qui peuvent dire tu viens et tu montres que tu es là. Porto Rico n'a pas ça. Il y a un milieu associatif, il y a les maires des villes, mais il n'y a pas ça. Et donc, à la dérogation au droit commun et au fait d'avoir une citoyenneté qui est globalement tronquée, s'ajoute le fait qu'il n'y a pas de représentation et du coup un pouvoir uniquement, enfin purement symbolique et encore à Washington. Et ça, ça contribue effectivement au fait que dans ces deux logiques, celle qui veut faire de Porto Rico un territoire qui serait une espèce de paradis fiscal à nouveau et un paradis caribéen pour les touristes est une option qui a de bonnes chances de l'emporter. Malcolm Ferdinand ? Je suis ce que vient de dire Audrey, et je rajoutais juste cet aspect un peu économique et écologique, c'est-à-dire que ce sont aussi des territoires qui sont extrêmement dans des situations d'insécurité alimentaire, dépendants d'importations pour nourrir leur population, et de dépendance énergétique. Ce qui est paradoxal, parce que nous avons des ressources, notamment l'ensoleillement, des sources thermiques, etc., pour pouvoir subvenir aux besoins, et on voit que cette situation de dépendance est exacerbée dès lors qu'il y a une catastrophe comme Maria, comme l'ouragan Myriam. Et ce sont peut-être, on va terminer là-dessus, mais c'est vrai que ce sont aussi des territoires sans doute qui partagent en commun une vulnérabilité très forte au dérèglement climatique, qui produit ces ouragans, ces cyclones et tous ces dérèglements que l'on observe. Est-ce que, de ce point de vue-là, et pour terminer peut-être sur un truc de perspective, est-ce que tous les deux, vous avez observé l'émergence de nouvelles demandes, voire de nouvelles mobilisations en Guadeloupe et en Martinique liées à cette question de la justice climatique, des effets sociaux et économiques liés à l'impact du dérèglement climatique ? Je vais bien commencer. Disons que nous savons aujourd'hui que le réchauffement climatique augmente l'intensité de certains cyclones. Or, notamment pour les outre-mer français, ils contribuent très faiblement au réchauffement climatique. Pourtant, ce sont eux, situés dans des zones tropicales, qui vont subir les augmentations du niveau de la mer, ces événements cycloniques. Et du coup, on voit en fait, à la fois de la part des élus, mais aussi des populations, une demande de justice climatique. C'est-à-dire une demande en plus, vous savez que dans les Outre-mer, c'est 80% de la biodiversité en France. Ouais. C'est 97%. C'est 80% de la biodiversité française sont dans les Outre-mer. Ouais. C'est 97% de la zone exclusive économique, donc tout ce qui est les océans. Et du coup, il y a des rapports qui ont été faits en amont de la COP 21 à Paris par des parlementaires, notamment martiniquais, réunionnais et de Nouvelle-Calédonie, qui demandent à ce que, puisque ces territoires-là sont les plus exposés, à ce qu'il y ait des politiques publiques qui soient conséquentes en disant, nous devons faire de ces territoires-là aussi nos priorités. Et là, dernière chose, encore une fois, sortir de la question uniquement techniciste et environnementale et arriver à la question politique. Ce qui se joue à la fois dans la question de Porto Rico, à la fois dans la question des Antilles, et ça se voit dans la représentation médiatique
du désastre, c'est qu'on a l'impression que ces territoires sont un peu hors monde, sont un peu très loin, sont un peu hors de la France, sont un peu hors des États-Unis. Alors qu'en fait, à travers le réchauffement climatique, à travers ces questions environnementales, c'est vraiment la question du monde. C'est-à-dire comment on va composer un monde commun avec ces territoires qui sont à la fois près, à la fois loin. Et ça, c'est la question qui est pour moi fondamentale, à la fois dans les territoires post-coloniaux et post-esclavagistes comme dans les autres. André Célestine, le dernier mot sur la question de Jade, sur les mouvements pour la justice climatique dans ces territoires. Moi je n'observe pas encore un mouvement de ce point de vue-là, mais en tout cas un souci et une inquiétude pour les enjeux autour de l'environnement et du coup une attention un peu plus grande à ce qui se passe dans le monde, parce que c'est totalement lié à la question du développement économique. On a un tourisme qui est globalement reparti dans nos territoires, mais qui est fortement lié au fait qu'on a de plus en plus de paquebots dans la baie de Fort-de-France et qu'on a aussi une forte conscience du fait que ces paquebots, ils polluent énormément. On a des gros problèmes de transport public, mais on sait aussi que la présence très forte des voitures, elle a des effets. Fort-de-France, je l'ai appris parce que je viens de passer un semestre en Martinique, Fort-de-France, c'est la deuxième ville la plus polluée après Paris. Ce qui peut paraître un peu surprenant. Mais tout ça, les gens, ils en ont... Il y a une conscience de ça qui est encore plus forte pour ceux qui sont à la pointe de cette lutte sur le chlordécone, parce que justement, les militants, ils sont dans cette vision très globale que Malcolm appelle de ses voeux. Donc moi, je pense que... Et puis, je pense que vraiment, 2009 a été un moment de conscientisation générale sur ces questions-là. Donc j'ai plutôt le sentiment que ce type de mouvement-là va grossir sur nos territoires. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci à Jade aussi pour la co-animation de ce plateau. C'était vraiment une belle discussion. Elle sera disponible en rediffusion. Et restez avec nous puisque la soirée continue et on va parler de l'affaire Benalla et de l'actualité la plus récente. À tout de suite.